Bonne question. Plateforme Jeunes Citoyens, c'est tout simplement les jeunes qui ont décidé de prendre la parole, de parler de toutes les actualités qui concernent la communauté internationale, sur tous les continents, en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Asie globalement, aux États-Unis, en Europe. Et donc, ces jeunes-là, nous avons décidé de prendre la parole, d'expliquer, mais aussi, pas seulement, proposer quelques alternatives à certains problèmes. Et donc, c'est un peu tout ça, plateforme jeunes citoyens. Et pourquoi le mot citoyen, c'est important de le souligner. Ouais. C'est vrai que quand les gens ils parlent beaucoup de citoyens, on l'assimile au droit de vote, etc. et tout ce qui s'ensuit. Mais nous, on est allé un peu au-delà de tout ça pour expliquer au monde entier que le terme citoyen peut aussi désigner autre chose que le droit de vote, notamment ces jeunes-là. On s'identifie bien évidemment de façon individuelle à des pays, c'est important, mais nous n'appartenons pas à un pays au sens large du terme, c'est-à-dire que nous sommes des citoyens du monde qui agissent dans le bon sens de dire tous les maux dont souffre cette société du XXIe siècle, et pas seulement, aussi quelques rappels historiques et de situer tous ces gens-là qui se posent encore des questions sur le monde actuel, sur le passé. Et donc c'est un peu tout ça, plateforme jeunes citoyens. Et donc oui, c'est essentiellement aussi la question de la jeunesse. Je ne reviens pas là-dessus, vous avez 18-45 ans, et donc c'est un peu ça, plateforme jeunes citoyens. Donc oui, c'est les jeunes qui ont décidé de prendre la parole à un moment donné. D'accord, très bien. Oui, c'est important de le souligner. Si Plateforme Jeunes Citoyens est un parti politique ou une association, c'est que pas mal de gens posent encore cette question-là, mais je vous le dis très clairement, Plateforme Jeunes Citoyens n'est pas une association, dans le sens où une association est forcément rattachée à un pays donné, à un État, et donc il faut forcément une nationalité, etc. Et plateforme jeunes citoyens, on n'a pas de nationalité. Nous, ce qu'on prétend être, c'est encore une fois les citoyens du monde, pour essayer de proposer quelques solutions à certains problèmes dont souffre cette société du XXIe siècle. Et donc, vous parlez un peu de partis politiques, c'est important de le souligner. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'actualité politique, notamment de la communauté internationale, de l'opinion publique internationale, etc. Mais le terme parti politique est trop restreint pour désigner plateforme jeunes citoyens, finalement. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ambition d'un parti politique, c'est avant tout la conquête du pouvoir. Et nous, on dénonce ces pouvoirs-là. Et donc, le fait, il ne s'agit pas de dire nous sommes là en tant que parti politique, on n'a pas d'ambition politique à proprement parler, mais c'est une façon d'expliquer au monde entier, pardon, comment on peut accueillir tous ces problèmes-là, quand on voit, peut-être on y reviendra très largement là-dessus, sur la question de la paix, sur la question du pouvoir, sur la question de l'économie, sur toutes ces questions-là. Et donc, on n'est pas une association au sens où on n'est pas rattaché à un pays donné, mais aussi on n'est pas un parti politique, parce que tout simplement on n'a pas d'ambition politique à long terme. Bien entendu, on a des discours qui sont peut-être assimilables à certains discours politiques, notamment de dénonciation, mais en effet, on n'est vraiment pas un parti politique au sens strict du terme. D'accord. Alors oui, c'est important de souligner. L'Afrique, d'ailleurs, c'est le continent qui m'a vu naître, et c'est important.
c'est un continent qui compte, qui mesure en quelque sorte 30 millions de kilomètres carrés, à peu près trois fois l'Europe, et donc, mais aussi avec une population de plus d'un milliard 200 millions d'habitants. Et parmi cette population-là, il y a plus de 450 millions de jeunes. Et ce qui est inquiétant dans cette histoire-là, c'est que vous avez parmi cette jeunesse-là, quelques 22 millions de primo-accédants à l'emploi chaque année. Ça veut dire quoi? Tout simplement que c'est ces jeunes qui veulent travailler, qui ont fini leurs études, qui veulent donner un sens à leur vie finalement. Et moi, ce qui est marrant dans cette histoire, quand je vais souvent sur les réseaux sociaux, je regarde un peu tout ce qui se passe, l'actualité dans le monde, notamment en Afrique noire. Et c'est toute cette jeunesse-là qui prennent des photos de diplômes et mettent sur les réseaux sociaux presque tous les jours. Hein. Et donc, cette jeunesse-là a envie de travailler, a envie de réussir sa vie. Et c'est pour ça que, justement, et selon les chiffres de l'OCDE sur le continent, essentiellement, il n'y a que 2 millions d'emplois créés chaque année sur les 22 millions de ces jeunes. Et donc, il y a plus de 20 millions qui se retrouvent sans emploi, sans rien, sans une vie. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent justement tout ce qui est Libye, etc., pour faire la traversée de la mer Méditerranée. Alors, la question de la Libye, c'est très important de le souligner. C'est vrai que tout ce qui se passe là-bas actuellement, surtout l'actualité liée à l'esclavage qui est en train de se produire. Et donc, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de spécialistes sur la question parler de tout ce qui se passe en Libye, l'esclavage, etc. Mais c'est important de le souligner que la Libye est l'un des pays les plus cosmopolites d'Afrique. Ça veut dire quoi, tout simplement? Vous avez des milliers de tribus en Libye. Donc, ce qui pousse d'ailleurs certains spécialistes à dire que l'islam n'est pas un facteur de solidarité en Libye, mais plutôt l'appartenance à une tribu. Et ça explique un peu toutes les tensions entre les différentes factions politiques, les milices, notamment je pense au président Serraj et le maréchal Haftar, toute la question de la légitimité du pouvoir notamment. Et donc, ces jeunes qui se retrouvent au chômage en Afrique, notamment parce qu'ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de quoi se nourrir, de quoi se loger, etc. Et ces gens-là se retrouvent finalement aux mains des milices. Et ces milices ne sont que des tribus en Libye. Par exemple, pour la petite histoire, pour la seule région de Benghazi, vous avez des centaines de tribus. En Libye, vous avez notamment les Touaregs, les Arabes, les Mdadi, etc. Et j'en passe. Et donc, tous ces facteurs-là font que la Libye est un pays en devenir finalement. L'État n'existe quasiment plus et juste après l'intervention de l'OTAN dans ce pays-là, et la traversée peut-être vous pouvez vous poser la question de savoir pourquoi ces gens-là ne partent pas dans d'autres pays d'Afrique pour rejoindre l'Europe. La réponse est très simple. Oui. C'est-à-dire tout simplement que la Libye, les côtes libyennes sont à peu près à 300 km des côtes italiennes et donc très proches de l'Europe. Et donc toutes ces questions-là font que les migrants préfèrent aller vers là-bas que d'autres pays finalement. Et donc Kadhafi, peut-être pour approfondir un peu, peut-être les gens ils ne savent pas trop l'histoire de migrants en Libye. Kadhafi, quand il a accédé au pouvoir par coup d'État, notamment quand il a renversé le régime de Idriss Ier, qui était d'ailleurs allé se soigner en Belgique en 1969, il a mis en place une nouvelle politique, un nouveau régime politique, s'il faut le dire comme ça. Et donc, ce nouveau régime politique accueillait des migrants de tous bords, essentiellement de l'Afrique subsaharienne, depuis le début des années 70 jusqu'aux années 80. Et ces migrants étaient considérés par Kadhafi comme une sorte de propagande finalement contre l'Occident, une sorte de menace. Attention, toute la question de savoir est-ce que vous allez finalement nous laisser vivre notre vie,
toute la question de l'impérialisme, notamment avec l'Italie. Et donc, toutes ces questions-là, Kadhafi Kadhafi jouait le jeu des migrants pour dissuader finalement l'Occident. Et donc c'est pour ça que de nos jours c'est un peu regrettable ce qui se passe un peu dans ce pays-là. L'esclavage c'est vraiment surtout en 2017 et c'est aussi ça qu'il faut dénoncer. Et c'est d'ailleurs l'un des sujets qui sera d'ailleurs finalement abordé par Plateforme Jeunes Citoyens, c'est cette deuxième saison-là. On y reviendra très largement là-dessus. La question de la Libye, est-ce que c'est un pays en devenir et comment ce pays pourra peut-être à long terme avoir une vie comme tout autre État reconnu par la communauté internationale. Alors, la question du franc CFA, c'est important de le souligner parce que ça fait écho actuellement sur le continent africain. Il faut juste savoir que c'est déjà un franc avec un passé un peu compliqué lié à la colonisation et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, l'acronyme CFA, ça veut dire tout simplement franc des colonies d'Afrique, et ce qui de nos jours est utilisé par quelques pays d'Afrique de l'Ouest et voilà. Mais le problème, c'est que il ne s'agit pas de se poser la question de savoir, après la colonisation, ça a existé dans l'OTAN, l'esclavage, etc. Mais la vraie question qui se pose, est-ce que ce franc-là permet finalement le développement de cette zone finalement? Et c'est cette question-là que, quand j'entends d'ailleurs certains, je ne rentre pas trop dans les discours un peu populistes pour dire c'est un franc lié à la colonisation, etc. Mais il faut juste se poser la question, est-ce qu'il participe au développement ou pas de cette zone-là? Et la réponse est, pour l'instant, c'est pas moi de dire oui ou non, mais il y a aussi des chefs d'État de ces pays-là qui pourront peut-être éventuellement se prononcer sur cette question-là. Mais le franc en soi, à mon avis, après c'est un peu personnel, peut-être, si vous voulez, on y reviendra très largement là-dessus dans cette deuxième saison-là, parler un peu de l'historique, mais aussi du devenir de cette franc. Et donc, je reporte un peu peut-être la réponse de façon un peu... Ce serait intéressant. Mais j'anticipe surtout le fait que ça a une connotation historique très grave liée à la colonisation, etc. Alors, la question du développement de l'Afrique, c'est une question d'ailleurs qu'on a très détaillée dans certaines de nos prestations lors de la première saison. Mais ce qui est marrant dans toute cette histoire, c'est que l'Afrique est à la fois un continent plus riche, mais aussi plus pauvre. On l'a rappelé. Vous avez sur le continent 54 États, et 54 États, 54 politiques économiques différentes, et donc ce qui freine encore le développement de ce continent-là, c'est vrai que souvent quand j'entends certains chefs d'État de ce continent parler se comparer de la Chine pour dire nous pouvons nous développer, oui c'est vrai, on a des potentiels, notamment quand je me déplace un peu partout en Europe, je rencontre des Africains de la diaspora africaine, intellectuels très riches d'idées, qui veulent faire travailler, qui veulent développer leur continent, qui veulent faire réussir finalement cette jeunesse-là dont je parlais au début. Et donc, vous avez effectivement raison, après je suis optimiste sur la question du développement de l'Afrique. Je sais que peut-être dans les décennies à venir, beaucoup de choses, même s'il y a encore de choses horribles sur le continent, notamment nos chefs d'État qui font pas grand-chose. C'est vrai que j'ai rien contre eux, c'est des gens qui ont bossé pour être là, parfois 40-50 ans avant d'accéder au pouvoir, mais malheureusement il y a aussi certains qui ont hérité du pouvoir, malheureusement, et donc ce continent-là, vous avez des chefs d'État, et d'ailleurs la plupart de nos chefs d'État en Afrique ont dépassé les 60 ans, et surtout ce qui est marrant dans cette histoire, vous avez par exemple
Samuel, vous avez le chef d'État de l'Angola qui est au pouvoir depuis 38 ans. Vous avez de la Guinée équatoriale qui est au pouvoir depuis 37 ans. Vous avez aussi Paul Biya du Cameroun qui est au pouvoir depuis 35 ans. Et ensuite, vous avez aussi Denis Sassou Nguesso qui est au pouvoir aussi depuis 33 ans. Et donc, tous ces gens-là appartiennent finalement à l'ancienne génération. Et donc, ils ne connaissent pas c'est quoi la transformation économique qui est en train de se produire actuellement dans le monde. Et c'est vrai qu'ils se comparent beaucoup à la Chine pour dire que nous allons prendre un peu l'exemple de la Chine sur la question, mais ils oublient le fait que le régime chinois est essentiellement composé des ingénieurs, des techniciens, des informaticiens, alors que nous en Afrique, on a jusqu'à présent de nos jours des problèmes, c'est-à-dire c'est que des politiciens de carrière depuis leur bas âge, et donc toute l'administration confondue est politisée, et donc tous ces gens-là, c'est des gens qui n'ont aucune connaissance sur la question de l'intelligence artificielle. On y reviendra très largement dans la deuxième saison, et la question de l'économie numérique, la question du développement durable, la protection de l'environnement. Et donc ces gens-là ont très peu, voire pas du tout, de renseignements sur ces questions-là. Et donc c'est tout ça qui freine le développement de ce continent-là. Mais oui, il y a une diaspora qui veulent vraiment faire avancer le pays, mais le continent, mais la question de leur retour aussi pose de nombreuses difficultés. Alors oui, pour la première saison, pardon, on a voulu parler un peu de tout ça, mais le temps malheureusement était très court. Et donc oui, dans cette deuxième saison-là, on va parler de cette région. Et je vais tout de suite d'emblée parler un peu de cette région. Et il faut juste savoir que le Proche et le Moyen-Orient, ce sont des régions essentiellement basées sur la religion, l'islam en l'occurrence. Et donc c'est une région extrêmement riche sur le plan culturel, sur tous les plans, même si cette région est depuis des décennies déchirée par des conflits. Mais pour la petite histoire, il faut juste se rappeler que le Proche et le Moyen-Orient ont des problèmes internes, mais aussi externes. Les problèmes internes, je pense essentiellement à la question de l'interprétation de l'islam, juste après la mort du prophète de l'islam, la paix soit sur lui. Et la question de sa succession, c'est largement ouverte. Et donc finalement, il y a des gens qui pensaient que c'est uniquement sa famille qui pourra le succéder. Et ces gens-là se sont retrouvés dans le camp de Ali, son cousin et gendre. Et finalement, c'est ce que les théologiens ont appelé les chiites. Chiites, ça vient du mot Shia qui veut dire les compagnons d'Ali, compagnons, tribus, clans, etc. Et de l'autre côté, vous avez un autre courant qui milite en faveur que la succession du prophète finalement soit assurée par le plus digne des croyants. Et c'est là Abou Bakr Siddiq et ses compagnons. Et c'est finalement cette deuxième vision qui va l'emporter en premier. Et c'est la question on va les appeler finalement plus tard par les théologiens les sunnites. Et vous avez deux visions très différentes de l'islam dans cette région-là, et finalement sunnite d'un côté, chiite de l'autre côté. Et il faut aussi savoir que de nos jours, essentiellement l'islam sunnite est à peu près 90% de pratiquants, et de l'autre côté vous avez aussi les chiites qui représentent à peu près 10 à 15% de la population musulmane partout dans le monde. Essentiellement, ces chiites sont majoritaires dans 3 pays essentiellement. Et vous avez
Vous avez vous avez l'Iran, bien sûr, à plus de 80% de sa population. Ouais. Ensuite, vous avez l'Irak, 67% de sa population. Et vous avez le petit royaume de Bahreïn, plus de 70% de sa population. Avec une famille régnante sunnite dirigée par l'Arabie Saoudite. Et de l'autre côté, vous avez les sunnites, essentiellement, vous avez l'Arabie Saoudite, vous avez l'Égypte, vous avez le Koweït, vous avez le Qatar et ça en passe. Et donc, cette région-là est finalement riche. C'est cette division-là qui explique notamment certaines tensions. Je pense notamment à la guerre en Syrie, les printemps arabes, etc. Et donc, il y a finalement, il y a cette question de géopolitique aussi qui vient se mêler dans le conflit interne. Et parler de tensions externes, c'est-à-dire que il y a aussi l'Occident, toute la question des intérêts, de conflits d'intérêts finalement entre les différents acteurs de l'Occident vis-à-vis de cette région-là. Et on y reviendra très largement là-dessus dans cette deuxième saison. Mais il faut juste savoir que l'islam, la vraie question d'ailleurs que la plupart des spécialistes se posent, c'est de savoir est-ce que l'islam est-il finalement un bloc monolithique? La réponse est non, évidemment. Et donc, c'est ce qui explique les tensions entre ces régions-là. Et je vais prendre juste rapidement 3 exemples. Vous avez tout ce qui se passe en Syrie à travers l'internationalisation de ce conflit-là. On y reviendra très largement dans la deuxième saison. Vous avez aussi l'Irak qui a connu une période très difficile juste après les attentats de 2001, 11 septembre aux États-Unis. Et la politique qu'a menée le gouvernement américain dans ce pays-là, l'administrateur américain à l'époque, Paul Bremer, qui qualifiait la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Irak de politique de débassification, en référence maladroite à la politique de dénazification que l'Allemagne a connue juste après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, oui, l'Irak aussi a connu des changements, je pense notamment à certains groupes terroristes. On y reviendra très largement dans la deuxième saison. Et le troisième exemple, ça va être le Liban qui a finalement réussi, entre guillemets, à faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre toutes ces protagonistes finalement, les chiites et les sunnites. Mais il y a aussi d'autres courants. Vous avez les kharijites, vous avez les chiites des premiers imams, vous avez les druzes, vous avez les chrétiens d'Orient. Donc c'est une zone extrêmement diverse sur le plan culturel, sur le plan de la religion, sur le plan de la vision de l'islam. Et cette région-là, en l'occurrence, vous avez le Liban, comme je faisais allusion tout à l'heure, le Liban a réussi finalement à mettre en place un système politique en faveur de toutes ces factions religieuses. Vous avez par exemple le président de ce pays est toujours un chrétien et le premier ministre est toujours un sunnite. Et en l'occurrence actuellement vous avez M. Saad Hariri et le président de l'Assemblée nationale est toujours un chiite. Et donc on y reviendra très largement dans la deuxième saison, expliquer un peu les tensions géopolitiques qui sont en train d'émerger, mais aussi la question, et beaucoup de spécialistes aussi se posent la question de savoir quelles seront finalement les nouvelles frontières de ces différents États qui composent le Proche et le Moyen-Orient. Juste après la diminution des tensions liées à Daesh et à certains groupes terroristes affiliés. Et on parlera de tout ça si jamais le temps nous permet. Et donc on va aborder cette question extrêmement riche du Proche et Moyen-Orient, expliquer à nos abonnés c'est quoi cette région, quels sont les différents États qui composent cette région, mais aussi expliquer les différentes mutations qu'a connues cette région depuis des années. Alors, on y reviendra très largement là-dessus dans cette deuxième saison. La question de la culture, c'est vrai que
depuis des décennies déjà, voire même des siècles, on va dire. Il y a la question de multiculturalisme qui se pose encore, liée à l'actuelle mondialisation, on va dire, au XXIe siècle. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand vous prenez la notion de culture, il y a toute la diversité qui est assimilée. Et j'ai envie de dire que parler de tout ça, nous allons aussi très largement aborder la question je l'ai rappelé tout à l'heure, du multiculturalisme. J'ai fait un peu exprès de citer dans la première saison. Un auteur qui a très débattu de la question, notamment ici même à Lyon, Antoine de Saint-Exupéry, qui disait la phrase suivante: si tu diffères de moi, mon frère, sans avoir l'intention de me léser, tu m'enrichis. Et donc, on fera peut-être comprendre à tous nos abonnés et tous les membres de plateformes Jeunes Citoyens que la question de la culture est très importante, surtout le multiculturalisme. C'est quoi finalement ce multiculturalisme? Il y a aussi des auteurs qu'on pourra peut-être on pourra en parler dans cette deuxième saison-là. Vous avez Edgar Morin qui travaille beaucoup sur cette question-là de multiculturalisme. Et nous, je préfère dire tout de suite que notre point de vue là-dessus est très clair. Le multiculturalisme est un phénomène qui enrichit l'homme en quelque sorte. Vous avez la question de l'unité dans la diversité, vous avez la question de l'uniformité dans la pluralité. Et donc c'est très important de parler de tout ça et faire comprendre finalement à cette jeunesse, à cette nouvelle jeunesse du XXIe siècle, que le repli sur soi n'est pas un facteur de croissance, de développement. Aucun continent aucun continent finalement n'a réussi à se développer en se repliant sur soi, et cette question-là de la diversité. C'est pour ça que Plateforme Jeunes Citoyens est important, parce que là où je vous parle, nous avons parmi nous des Africains, des Européens, des Français en l'occurrence, vous avez aussi des Afghans et quelques Chinois, et donc c'est un peu cette diversité-là, et donc il faut en profiter, non s'y opposer. Sur quel prétexte? On y reviendra très largement sur cette question-là. Et puis finalement, j'aimerais d'ailleurs profiter de votre antenne pour interpeller cette jeunesse actuelle. D'ailleurs, on n'est pas une plateforme fermée. J'invite tous les jeunes, filles, garçons, jeunes femmes et hommes, de nous rejoindre, de rejoindre cette idée-là des citoyens du monde finalement, pour assurer la question de la communauté, la question de l'union entre différentes communautés de cette société-là. Et au final, ils peuvent nous rejoindre à travers les différents réseaux sociaux, via notre page Facebook ou notre chaîne YouTube, ou me contacter directement, ou contacter l'un d'entre nous, par exemple Ismaël ou Mélanie. Et donc tous ces gens-là, je pense que nous parlerons aussi de toutes les actualités internationales, parler un peu des États-Unis avec le nouvel ordre mondial. Est-ce que ça a changé? Parce que depuis dans les années 2000, ça commence à changer un petit peu. Vous avez la sphère politique en France qui commence aussi à changer. On va beaucoup, peut-être un peu moins parler, on va parler un peu de tout ce qui est l'histoire des grands hommes, des continents, notamment en Afrique. Je pense notamment aux différents empires qui ont existé dans le temps, et puis en Europe aussi, les grands hommes qui ont existé dans le temps, et faire un peu appel aux témoignages de ces grands hommes, et puis pour éclairer cette jeunesse-là de nos jours. Et donc, la deuxième saison, on entend avec impatience beaucoup de nouveautés, mais aussi beaucoup de
beaucoup de nouvelles personnes, beaucoup de nouveaux jeunes, beaucoup de nouveaux talents pour faire tout ça ensemble. Je pense que c'est par la connaissance de l'autre qu'on s'enrichit, et c'est par la connaissance de tout ça qu'on devient original et qu'on devient très heureux dans la société. Et c'est un peu tout ça. Oui, le mot de la fin, ça serait peut-être de dire que à cette jeunesse-là, de prendre son destin à main, de nous rejoindre pour le combat commun qui est un combat d'égalité, un combat de fraternité, un combat d'union, un combat de 21e siècle finalement. Et donc nous leur disons que nous les accueillons, nous les attendons avec impatience. Et comme je le dis tout le temps à la fin de chaque prestation, ensemble, nous pouvons sauver le monde, combattons le mal ensemble, et enfin, ensemble, défendons les opprimés.